Bonjour, bienvenue. Nous sommes ici pour parler donc de l'attractivité du marché français de l'investissement. Et donc si nous sommes réunis ici, c'est qu'a priori la France est une cible intéressante pour les investisseurs. Les personnes qui parlent anglais ou qui ne parlent pas français peuvent suivre la conférence sur le canal 2. Donc les personnes donc, qui sont réunies ici vont essayer de nous expliquer, ou en tout cas vont nous donner leur analyse de ce qu'ils font un peu, et puis du pourquoi la France est intéressante pour les investisseurs français et étrangers. Donc Dominique Dudan, puisque c'est la journée de la femme, et puis de toute façon tous les jours on présente la femme en premier. Donc Dominique Dudan est depuis récemment présidente de Union Investment Real Estate France. Philippe Couturier, à ma droite, directeur général de Constructa et président de Constructa Asset Management. L'un ou l'autre. Xavier Mouette, directeur des acquisitions de Alliance Real Estate France, hein, c'est bien ça. Et Nicolas Verdillon, directeur de Capital Market, c'est-à-dire des investissements en français, si j'ai bien compris, chez CBRE. Donc on a des profils différents, des gens qui font de l'investissement en direct, des gens qui font de l'investissement pour compte de tiers, des gens qui sont là pour boucler les deals ou analyser le marché et conseiller les investisseurs. Le marché français est un grand marché avec 45 millions de mètres carrés de bureaux en Île-de-France, ce qui correspond à peu près au marché français en général. Quand on parle du marché français, peut-être à tort d'ailleurs, puisqu'il y a d'autres villes que Paris, on a tendance à résumer le marché à l'Île-de-France. On verra que peut-être il ne se résume pas à ça justement et qu'il y a des opportunités ailleurs. C'est un marché aujourd'hui qui est intéressant pour les investisseurs parce que on le dit d'une grande taille, donc on le dit varié, on le dit solide. Étant donné qu'il a dans la zone euro, il présente moins de risques de change que Londres, par exemple. Et en 2010, il a attiré à peu près 11 milliards d'euros en logistique, investissement d'immobilier d'entreprise, bureaux et commerce. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que ce marché est aujourd'hui intéressant ? J'aimerais, Dominique, que vous commenciez à nous dire pourquoi vous, aujourd'hui, vous avez décidé de vous passer d'un intermédiaire et de gérer directement vos investissements parce que le marché est intéressant ou parce que l'intermédiaire faisait mal le job ? Non, c'est parce que le marché est intéressant, bien sûr. Non, Union Investment, qui, comme son nom l'indique, est allemand, est donc un investisseur qui a à peu près 19 milliards d'actifs dans le monde. En Allemagne, il y a à peu près 8 milliards, et en France, nous frôlons les 3 milliards. Donc la France est vraiment, en dehors de l'Allemagne, le premier marché d'Union Investment. Ça fait une douzaine d'années qu'Union Investment est présent en France. Nous avons un certain nombre d'immeubles un peu emblématiques. Et c'est vrai que c'était normal qu'Union Investment finisse par être filialisé en France et soit effectivement présent sur le marché de façon plus lisible qu'il n'était précédemment. Le marché français est un marché qui est un marché profond, comme on dit dans notre jargon. Alors qu'est-ce que ça veut dire profond ? Parce que justement, c'est du jargon. Oui, alors le marché profond, c'est un marché qui fait qu'on peut trouver des actifs de petite taille à très grande taille. C'est un marché liquide, c'est un marché où on peut avoir aussi bien de l'haussmannien que de l'immeuble à énergie positive. Donc c'est un marché extrêmement, extrêmement varié. Alors nous sommes principalement positionnés sur Paris, QCA, sur éventuellement la première couronne, et nous allons maintenant nous positionner aussi sur les grandes villes de province, même si nous avons déjà des actifs à Marseille. Donc nous ne sommes pas des aventuriers pour d'autres destinations, mais c'est un marché profond parce qu'effectivement, quand on veut arbitrer un actif, c'est une mission qui n'est pas impossible, et c'est, si vous voulez, un marché qui s'est bien tenu pendant la crise avec des niveaux de loyer qui ont finalement beaucoup mieux résisté qu'ailleurs. Et à votre avis, qu'est-ce qui fait aujourd'hui vraiment sa spécificité, enfin de votre point de vue, c'est-à-dire par rapport à d'autres places européennes ? Je pense qu'il y a des marchés qui ont été un peu sinistrés et qui ont été difficiles. Effectivement, Londres, avec la variation de la livre, est un marché qui a été très très dur, qui se redresse, mais qui a été très difficile. Et Paris est une place où, effectivement, les grandes entreprises, puisque nous, on est spécialisés un petit peu dans
dans les sièges sociaux d'entreprises, où les grandes entreprises aiment à s'installer, où il y a effectivement de belles signatures qui s'installent, et où la crise, comme je vous le disais, n'a pas trop affecté les loyers, même s'il y a eu un petit tassement, il n'y a pas eu vraiment de dégringolade. Merci. Alors Xavier Mouette, donc vous dirigez le département investissement France d'une compagnie d'assurance également allemande. Est-ce que vous avez la même vision ou est-ce que vous avez... Donc nous aussi on est allemand, ça prouve que le marché français est attractif pour les investisseurs internationaux, en particulier allemands, en ce qui me concerne. Donc nous on a Allianz Real Estate à peu près 20 milliards d'actifs dans le monde, 20 milliards d'euros d'actifs, et en France on doit avoir à peu près autour de 5 milliards d'euros, et on a un plan assez agressif et très ambitieux de monter ça à worldwide à 30 milliards d'ici 2-3 ans. Donc on a fait l'analyse, on pense que oui, le marché français est un marché attractif, vraiment. On pense que le marché parisien notamment, puisque nous on ne fait que du Paris et puis Première Couronne en ce qui concerne le bureau. Donc on pense que le marché parisien, au même titre que le marché de Londres et de Munich, par exemple, on pense que c'est les 3 marchés les plus, disons, ceux qui sont les plus recherchés par les investisseurs institutionnels, considérés comme les marchés corps. Mais le marché de Paris a une spécificité qui nous semble très intéressante. C'est pour ça que, c'est pas parce que je suis français, mais c'est parce que je pense que c'est un marché qui est très intéressant dans le sens où le marché français est concentré sur Paris. Et Paris a cette caractéristique qu'elle est très diversifiée sur le plan économique dans toutes les industries. C'est pas comme Londres ou Francfort qui est très lié à l'industrie financière, par exemple. Et on a vu pendant la crise que Londres a réagi avec, disons, des bas assez profonds en suivant la crise financière. Paris, non. Paris est très diversifié. On a acheté un immeuble à Paris. C'est en réalité c'est mettre un ticket dans un fonds diversifié, de fait. Pourquoi ? Parce que Paris est diversifié, par nature. Donc, cette analyse, bon, il y a toutes les raisons que l'on donnait à l'instant, mais cette raison fait que les investisseurs de divers univers cherchent à investir à Paris. Et parce que disons, la volatilité est bien moindre qu'à Londres, sans doute supérieure qu'à Munich, mais ça offre une bonne balance entre Londres et Munich, en plus-value et en sécurité. Voilà. Et malgré le fait que vous soyez investi essentiellement en bureau et essentiellement à Paris, vous trouvez sur ce marché-là de la variété quand même? Oui, oui, puisque en fait en investissant, on investit non seulement dans de la pierre, mais on investit aussi dans des locataires et donc dans des industries différentes. Donc on peut investir dans un immeuble qui est occupé par, je sais pas moi, une entreprise soit de la finance, soit du BTP, soit de l'assurance, enfin n'importe quoi. Et de ce fait, on est diversifié, en risque. Ce qui est rarement le cas si on investit à Francfort ou à Londres, où on a toutes les chances d'investir dans un immeuble occupé par une société financière. Donc là, on est exposé plus fortement sur un seul type de risque. Là, je ne parle pas du risque immobilier, je parle du risque locataire. Donc ça, en ça, effectivement, c'est un marché intéressant. En plus de ça, effectivement, c'est un marché qui offre une liquidité importante et avec des qualités de produits au-dessus de la moyenne en Europe. Et depuis longtemps, puisque le marché immobilier parisien ne date pas d'hier. Ça date au moins du XIXe siècle. Donc, c'est marché de bureau, pas trop quand même. Ouais. En fait, tel qu'on l'entend aujourd'hui, non. Mais marché d'activité et de rendement, oui, depuis longtemps. Oui, marché de rendement, et c'est ça qui compte. Alors après, que ce soit du bureau, du résidentiel, du logistique ou du retail, c'est un marché de rendement. C'est tout ce qu'on cherche, nous. C'est du rendement. Alors il se trouve que nous, on a décidé d'investir dans du bureau et du retail. Le retail, ça peut être partout en France, pas forcément à Paris. Mais on pourrait avoir d'autres orientations. Le résidentiel, pourquoi pas ? On en a beaucoup. On a hérité, en fait, Allianz Real Estate est une émanation en France de AGF Immobilier, je pense que beaucoup le savent déjà. Et AGF Immobilier avait beaucoup de résidentiel. Donc on a décidé d'arrêter le résidentiel, mais parce qu'on en a déjà beaucoup.
Donc on va revenir sur les classes d'actifs après. Mais Philippe Couturier, alors vous investissez pour le compte de tiers et depuis longtemps. Donc vous avez vu des nouveaux arrivés, des anciens partis, certains disparaître. Aujourd'hui, quel est le paysage ? Bien, bonjour à tous. Donc, effectivement, on a la chance au niveau de Constructa Asset Management d'avoir un peu plus de 5,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de fonds qui sont de différentes natures. Différentes natures, c'est-à-dire qu'on gère des fonds corps, on gère des fonds corps plus, on gère des fonds opportunistes. Et je crois que quand on se pose la question de savoir si la France est attractive au niveau de l'immobilier, je pense d'abord qu'il faut se poser la question de savoir à qui on s'adresse. Pour qui est-elle attractive ? Je crois qu'il faut revenir à la crise quand même du 15 septembre 2008 avec la faillite de Lehman, avec cette espèce de choc qu'on a tous subi, où on a redistribué les cartes. Effectivement, on a vu des fonds disparaître, des fonds réapparaître. Et je crois qu'on peut dire que le marché de l'immobilier français est attractif, mais pas forcément pour les mêmes personnes au même moment. Donc je dirais que les fonds corps, notamment, qui ont eu la chance, ou en tout cas qui ont saisi les opportunités d'investir quelques mois après le 15 septembre 2008, ont probablement bénéficié de taux et de prix extrêmement attractifs si l'on compare les taux qui existent aujourd'hui sur les mêmes classes d'actifs compte tenu de l'appétence qui existe sur ce genre de produits. On parle d'actifs immobiliers aujourd'hui au Paris, je ne parle pas de contrôle à tous, mais on me cite des chiffres à 4,5, on m'a même cité un 4,25. Bref, en tout état de cause, c'est souvent les prix de présentation, mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a une compression et que ces fonds corps qui ont investi à cette époque, s'ils revendaient leurs actifs, pourraient quasiment avoir le retour de fonds corps plus, voire de fonds opportunistes. Donc, à condition de trouver des acheteurs. À condition de trouver des acheteurs, mais qui ne manquent pas. Le problème est moins les acquéreurs au niveau des actifs corps que les produits. C'est moins les acquéreurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a un excès de liquidité. Et je pense qu'on n'est pas sorti de la crise. En tout cas, c'est notre vision du marché, notamment par rapport à la santé des locataires. Et à ce titre, tant qu'on ne voit pas l'issue du tunnel, sécuriser, sécuriser, sécuriser. Non, il y a quelque chose, en revanche, que nous trouvons intéressant, en tout cas pour nous qui sommes asset managers. Évidemment, un asset manager a moins de valeur ajoutée quand on achète un immeuble avec un bail de 12 ans ferme. Il y a moins de travail sur l'actif. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer qui nous intéresse au plus haut point. C'est peut-être un début du retour des opérations value-added opportunistes. Et quels opérateurs alors, les opérateurs, il y en a beaucoup. Tous les fonds qui existaient précédemment sont ici. Morgan Stanley, JP Morgan, Carval, Perella Weinberg, qui est un nouveau, qui n'existait pas précédemment, et qui a quand même fait des très très belles acquisitions de dettes. Donc, tous ces fonds sont là aujourd'hui. Le problème qu'ils ont eu, c'est qu'il n'y a pas eu de deal distress. Ça, c'est une réalité. Je crois qu'entre 2008 et 2010, à quelques exceptions près, qui sont extrêmement rares, il a été très difficile d'acheter avec des décotes significatives. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a deux éléments qui sont assez intéressants. C'est que premièrement, le 15 septembre, ça commence à être un peu loin. C'est-à-dire qu'on voit un peu le bout du tunnel. Je pense qu'on n'est pas sorti de la crise, mais on commence à parler de redéveloppement. Effectivement, le marché locatif se tient bien, la vacance n'est pas significative et comme on l'a dit, il y a quand même une très bonne résilience, notamment du marché parisien, compte tenu de la profondeur de ce marché. Donc on commence à se projeter. Ça, c'est un premier élément. Et quand on commence à se projeter, souvent, on pense aussi à arbitrer et à liquider des positions qu'on n'aurait pas pu liquider plus tôt, compte tenu des décotes qui auraient été trop importantes sur le marché. Ça, c'est un premier élément qui nous paraît intéressant. On a des investisseurs qui se recentrent, soit sur un marché, soit sur un produit, et qui donc souhaitent arbitrer, soit parce qu'ils ont besoin de liquidité. Donc là, on peut peut-être parler de certains fonds ouverts allemands qui connaissent effectivement des difficultés. Est-ce qu'on va avoir peut-être sur le marché des actifs qui vont revenir? Mais donc ça, c'est un premier élément. Donc il commence à y avoir des actifs. Et deuxième élément, en tout cas que nous on constate, c'est un retour des leviers financiers, puisque comme tu sais, on a environ 200 millions d'euros d'acquisitions qui sont en cours, et avec des leviers financiers, en tout cas, qu'on n'anticipait pas du tout l'an dernier. Donc avec des opérations où on atteint des leviers à 65-70% sur des opérations opportunistes, et donc où on peut commencer à envisager des retours en fonds propres de l'ordre de 15 à 20%. Je pense que les retours à 30%, il faudra attendre un petit peu, ou alors il faudra attendre que les banques reviennent à 90%. Je ne suis pas sûr que ce soit pour demain, mais néanmoins, Inch'Allah.
Alors, Nicolas Verdillot, vous êtes le deal maker. Et en général, les deals, on les connaît après, évidemment. Mais quand même, est-ce que vous pouvez nous dire qui aujourd'hui regarde le marché français et avec quels yeux? Alors, qui regarde Si vous me permettez, je démarrerai par une petite phrase qui est la suivante. J'ai entendu qu'il y avait pas mal d'equity disponibles. J'ai également entendu qu'on cherchait les produits, etc. Si je veux faire un résumé par rapport à il y a 12 mois de cela, voire même 15 mois de cela, on était dans un marché fin 2009, début 2010, où on avait quelques produits et on cherchait les acquéreurs. Alors, vous avez compris tout à fait là où je voulais en venir, c'est qu'en ce début d'année, on a les acquéreurs, mais on cherche les produits. Alors, une fois qu'on a dit ça, je ne vais pas dire qu'on a résumé le marché, mais ces acquéreurs, qui sont-ils? Alors, bien évidemment, et vous-même, à travers votre journal, vous avez bien rappelé que les SCPI, via les collectes, étaient des acteurs très importants et très actifs actuellement sur le marché, dont Act. Mais en termes de pourcentage, je vous dis ça de mémoire, mais sur l'année 2010, ils ont représenté à peu près 11% de ce qui a été transacté sur le marché. Ceux qui sont les plus importants, et c'est là où il faut faire attention, sont les OPCI. Alors quand on dit OPCI, on dit tiens, investisseurs domestiques français, alors pas du tout. L'OPCI, bien évidemment, comme tout le monde le sait, c'est purement une structuration fiscale d'une acquisition. Et derrière les OPCI, on trouve autant d'investisseurs domestiques que d'investisseurs anglo-saxons, des fonds allemands, etc., voire des fonds privés. Et le troisième type d'acteurs, acheteurs en ce moment, sont les fonds d'investissement, où là on sent vraiment effectivement, comme il a été dit précédemment, qu'il y a énormément d'equity disponibles, des fonds d'investissement qui sont de diverses obédiences et qui sont, on va dire, qui tiennent la ligne, pour ne citer que quelques assureurs, avec l'ensemble des groupes d'assurance qui cherchent à se positionner sur le marché. Et reviennent un petit peu les cycles, donc les rates, pour ceux qui nous écoutent en anglais. Et là, il y a eu une période de rééquilibrage de la dette, une période de nettoyage, je peux appeler ça comme cela, des bilans et des actifs, qui leur permettent de redevenir beaucoup plus actifs. Mais je crois qu'il faut remettre tout ceci dans un contexte quand même européen, puisque l'idée c'est de dire quid de la France. Je rappellerai simplement un mot, si vous le permettez, ou 3-4 chiffres, c'est que la France, c'est le 3e pays en Europe en termes d'intérêt des investisseurs. Sans vous abreuver de chiffres, la France, l'année dernière, c'était 11 milliards d'investis. L'Allemagne, 19 milliards, et la Grande-Bretagne, 40 milliards. En d'autres termes, on voit que ces volumes, sur 110 milliards global en Europe, représentent déjà un montant substantiel de l'equity et de la volonté de se positionner sur la France. On peut faire la même analyse sur les grandes villes françaises et surtout pan-européennes, où en numéro 1, vous avez Londres. Londres qui a un intérêt pour un peu moins de 20 milliards d'euros placés. Et puis Paris qui représente 8,5 milliards d'euros placés, ce qui est donc relativement important. Et donc, justement, 8,5 à Paris contre 11 en France, ça veut dire qu'il y a d'autres places que Paris en France. Est-ce que c'est des marchés qui sont également intéressants et qui vous intéressent les uns et les autres, hein? Dominique? Oui, tout à fait, puisqu'en fait, nous avons commencé l'année dernière, nous, à investir dans le commerce, dans le retail, en achetant un centre commercial à Limoges. Donc, on a vraiment démontré qu'on était intéressé par autre chose que Paris. Le commerce, effectivement, ce ne sont pas seulement les grandes villes, ce sont les zones de chalandise. Donc, toutes les grandes zones de chalandise nous intéressent en commerce. Et nous souhaitons, en matière de bureaux, nous diversifier dans les grandes villes de province, Lyon, Marseille, Toulouse, etc. Et on va certainement aussi nous intéresser, à la logistique, qui est un domaine que personnellement je ne maîtrise pas. Mais nous avons des spécialistes à Hambourg qui connaissent bien le produit, et nous allons certainement aussi regarder un petit peu les dossiers logistiques qui, par définition, ne sont pas dans les grandes villes. Je crois qu'on disait tout à l'heure, on parlait de diversité, il y a la diversité produit. Il y a également été dit la diversité des risques, une certaine profondeur, un certain spectre du nombre de types de locataires et du type de produits, mais également une diversité. Moi, je suis toujours très étonné, enfin étonné dans le bon sens du terme, hein, quand il y a des nouveaux entrants sur le marché français,
non pas la difficulté avec laquelle on doit comprendre le marché, mais avec quel intérêt je vois le nombre de questions posées sur le marché Paris et région parisienne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que si vous allez sur d'autres secteurs, d'autres grandes agglomérations européennes, vous avez, je veux dire, des marchés un petit peu binomiales. C'est-à-dire vous avez on va dire le centre de la ville qui est à X% de rendement, vous avez la première couronne, deuxième couronne qui est à X plus 2 ou X plus 3, peu importe. En France, et plus particulièrement Paris et l'Île-de-France, le marché, vous avez des macro-marchés, vous avez des micro-marchés. Et je vois souvent des investisseurs qui se disent « mais je ne comprends pas pourquoi au pont de Neuilly je suis à X% et qu'à 800 mètres de là, je suis à X plus 50 points de base ou X plus 75 points de base ». Donc si vous multipliez ça par le nombre de micro-marchés que vous avez sur Paris et l'Île-de-France, vous retrouvez là, et ça a été utilisé tout à l'heure, une bonne profondeur de marché. Vous retrouvez là également, ça a été dit tout à l'heure, une bonne diversité. Quand on dit une bonne diversité, ça veut dire quoi? Par rapport en type de produit et puis également en type de rendement. Vous pouvez avoir un spectre de rendement suffisamment large par rapport et qui puisse satisfaire un certain nombre de stratégies. Alors le problème, effectivement, c'est que ces rendements sont un petit peu compressés en ce moment, compte tenu de l'equity qui est disponible, ça a été dit, et donc la compression des taux qu'il peut y avoir. Donc on se retrouve, et j'en terminerai là pour ce sujet-là, c'est que sur Paris Intramuros, on a vu des rendements qui ont basculé de 5,75 à 6,5 à 4,5, 4,75, 5,25. Donc ça a fait sortir un certain nombre d'acquéreurs sur une première couronne. Et vous avez donc première couronne qui se balade plus ou moins, et quand je dis première couronne, c'est proximité des portes parisiennes, qui se balade plus ou moins aux alentours de 6%. Donc vous avez, je parlais tout à l'heure, et je vais dire tout son contraire, mais un marché qui était composé de nombreux micro-marchés avec des amplitudes de taux assez importantes. Et puis finalement, de par la présence et le nombre de l'equity nécessaire, présente et disponible, et le peu de produits qui puissent répondre aux stratégies d'investisseurs, on se retrouve maintenant, comme sur d'autres agglomérations, à avoir un marché parisien un petit peu binomial, plus ou moins 5% dans Paris, plus ou moins 6% en première couronne. Et je rebondirai, je laisserai la parole pour dire ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on trouve qu'il y a une certaine dynamique maintenant pour s'ouvrir sur des produits un petit peu, on va dire, plus risqués, plus valeur ajoutée, moins corps, moins sécurisés, pour justement redonner un peu d'élasticité à cette amplitude de taux. Oui, Xavier, tu veux me... Oui, je veux te contredire. Non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais disons que ça, c'est un peu le rêve de l'agent. Nous, en tant qu'investisseurs, on fait la même analyse, sauf qu'on ne se positionne pas sur les produits qui sont secondaires et qui ne sont considérés comme value added ou risqués. Et on n'est pas du tout les seuls à faire cette analyse. Et c'est bien. C'est bien le problème d'ailleurs. C'est bien. J'allais dire que c'est bien le problème. Alors, ou l'opportunité. Ça dépend comment. Oui, mais l'immense masse de liquidités qu'il y a sur le marché, parce qu'il y en a et de plus en plus, notamment, depuis le début de l'année, je vois que ça a beaucoup évolué par rapport à 2010. L'immense majorité de cette liquidité chasse les mêmes produits, c'est-à-dire des produits core, sécurisés, des beaux long terme, des locataires de grande qualité, des bons actifs. Dont certains ne se vendent pas parce qu'ils sont trop chers. Peu, en fait. Il n'y a pas beaucoup de cas. Il y a eu un seul cas, mais qui était surtout la taille, en fait. Le volume immense, mais j'en connais peu qui n'ont pas été vendus à cause du prix. Donc, en fait, voilà, le problème du marché aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup d'investisseurs sur des produits core sécurisés, assez peu de produits, voire très peu, et pas mal de produits qui sont secondaires, qui présentent des défauts, qui en d'autres temps auraient trouvé acquéreur et aujourd'hui ne trouvent pas acquéreur du tout, ou alors qui ont des shifts de yield assez irraisonnables. Et je le dis en tant qu'investisseur, parce que nous, on ne se positionne pas sur ces produits. Et je pense, on est à peu près d'accord. Je pense que compte tenu de cette appétence pour les mêmes produits et compte tenu, encore une fois, du séisme qu'on a connu ces derniers temps, acquéreurs et vendeurs sur ces produits secondaires ne se retrouvaient pas. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que des actifs en première couronne, multilet, souvent surloués du fait des réindexations successives, avaient du mal à trouver un pricing qui soit acceptable et par l'acquéreur et par le vendeur, du fait du manque de dette, du manque de visibilité. Et donc les acquéreurs, effectivement,
prenait des précautions par rapport à l'underwriting qui faisait que ces deals n'ont pas trouvé preneur. C'est une réalité. Je crois qu'entre 2009 et 2010, il n'y a eu quasiment pas de deal de cette nature. Le seul deal qui est un peu value-added, enfin qu'il est réellement, c'est peut-être les 3 quartiers où MGP a acheté une opération à plus de 200 millions d'euros avec un taux de rendement important, mais il faut se rappeler que c'était peut-être parmi les seuls à vraiment être capable d'aller au bout sur ce genre de produit. Donc c'est vrai que... Value added, mais dans sur Paris, la place la Madeleine. La Madeleine, quand Exactement. même. Hein, donc, Exact. Il n'en demeure pas moins vrai que les locataires se barraient, etc. Donc il y a eu un... Bien sûr, bien sûr. C'était, Non, il y avait des risques, c'était il y très avait des atypique, risques qui l'ont pris. mais place de la Madeleine. Mais je suis d'accord. Mais néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, le marché, et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, il est en train de revenir sur ses produits secondaires. Pourquoi ? Parce que les propriétaires essaient de se recentrer tous, on le voit, certaines foncières, certains investisseurs, sur leurs produits corps. Il y a beaucoup d'actifs qui sont arbitrés aujourd'hui. Est-ce qu'ils trouveront preneur ? Je ne sais pas. Mais en tout état de cause, la reconstitution des bénéfices qui est en train de se passer, on voit quand même des résultats qui sont assez intéressants, résultats financiers de différentes foncières, de différents fonds, leur permettre peut-être, je le crois, en tout cas nous on le voit sur certains actifs, d'arbitrer avec des décotes qui permettent à un acquéreur de se positionner. Et je crois que c'est l'intérêt d'essayer parfois d'être sur des marchés qui ne sont pas tout à fait ceux sur lesquels tout le monde se positionne, parce qu'évidemment, si on cherche tous le même produit, on arrive à des compressions de taux qu'on est en train de rencontrer sur le marché. C'est pour ça que nous sommes positionnés avec Arval sur de la logistique, par exemple. Et pourquoi on s'est positionné ? Parce qu'il n'y avait personne. Aujourd'hui, acheter de la logistique avec des actifs de classe C à moitié vacants, c'est assez difficile. On a acheté 22 immeubles à Gessina, un peu partout en France, un en Espagne et un en Hongrie. Voilà. Et c'est des entrepôts donc, qui sont destinés à rester des entrepôts ou... Absolument, hein, ça ce sont des opérations sur lesquelles, pour gagner de l'argent, il faut acheter pas très cher et avoir un vrai travail d'asset management, être derrière les commercialisateurs, avoir une vraie stratégie derrière, refaire, les remettre aux normes, avoir des travaux. Mais je pense que pour gagner de l'argent, pour faire 20% de TRI aujourd'hui, il faut la conjonction de ces deux moyens, c'est-à-dire essayer d'acheter à un prix qui ne soit pas idiot, ce qu'on n'arrivait pas à faire ces 2 dernières années, et puis derrière, travailler les actifs. Je pense que la simple décote à l'acquisition ne suffit pas aujourd'hui dans le marché actuel. Donc vous ne pourriez pas être l'asset manager d'Alliance, on a compris. Oh, non, je ne dis pas ça du tout, je serais très très intéressé de l'être. Non, je pense qu'Alliance a des équipes remarquables et n'a pas besoin de nous, effectivement. J'aimerais bien avoir votre avis sur quelque chose qui peut intéresser les investisseurs qui ne sont pas encore sur le marché. C'est sur la transparence du marché parisien qu'on vante, au même titre qu'est celle des marchés anglo-saxons. Or, il s'avère que sur le marché français, les loyers affichés ne sont jamais les loyers payés. C'est-à-dire qu'il y a une négociation systématique de la part des locataires, des incentives systématiques de la part des propriétaires. Comment, quand on arrive sur un marché comme ça, on s'y retrouve? Mais à Londres aussi, hein, c'est pareil. C'est pas que Paris. Hein. C'est pas une caractéristique de Paris. Et on s'y retrouve, à vrai dire, assez difficilement, quand même. On prend un ratio qui est simple, qui est que par année de bail, on a entre un et demi et 2 mois de rent-free period. Donc mais si le ratio était aussi simple et le même pour tout le monde, pourquoi ne pas l'appliquer dans les statistiques qui sont affichées? Ouais. Alors là c'est très simple. Là où ça se complique un petit peu, c'est quand on rebascule sur le marché de l'investissement, comment à la fois et le vendeur et l'acquéreur, et je parle de manière complètement neutre sur l'ensemble des acteurs du marché immobilier, interprètent ce loyer. C'est-à-dire, est-ce qu'on met 100% le headlines, donc le loyer facial, dans la capitalisation du revenu, ou est-ce qu'on intègre une sorte de mi-chemin entre le loyer économique et le loyer facial? Et en fait, on s'aperçoit que le marché, les différents acteurs associent, essayent de trouver un équilibre entre, je pourrais peut-être être contredit, j'en serais ravi, mais essayent de trouver un certain équilibre entre le loyer économique et le loyer facial. On ne peut pas laisser complètement tomber le loyer économique, et on ne peut pas non plus prendre en compte le loyer purement facial. Ça donnerait à ce moment-là des prix au mètre carré qui ne seront pas complètement, non pas déraisonnables, mais qui ne seraient pas le reflet vraiment du marché. Enfin, c'est comme ça que nous, en tant que conseil extérieur, on le ressent et on essaie de le travailler. Ouais, je suis assez d'accord. En fait,
D'abord, la première étape, c'est d'essayer d'avoir l'information. Je pense que les agences sont vraiment les bonnes sources pour l'information, parce que c'est évidemment pas une information qui est publiée. Ensuite, savoir comment on le traite, eh bien, c'est un peu au feeling. Au-delà d'un certain montant d'incentive, c'est irraisonnable. Et en deçà, c'est raisonnable. Voilà. On a vu certaines fois des franchises de loyer pouvant aller jusqu'à plusieurs années. Eh ben, c'est irraisonnable. C'est irraisonnable. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Enfin, c'est pas arrivé beaucoup. C'est pas arrivé beaucoup. Mais c'est arrivé beaucoup. C'est arrivé à Londres. C'est assez ancien. À Londres, il y a eu 2 ans de franchise sur un bail très long. Ça s'est beaucoup pratiqué en 2010, enfin 2009 et 2010 en France. Ça se pratique encore, mais j'ai l'impression que ça tend à diminuer. Enfin, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression. Parce qu'en fait, les locataires ont pensé en 2009 et 2010 qu'ils pouvaient négocier leur loyer à la baisse. En réalité, il y en a eu assez peu. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une étude de Deloitte qui a montré qu'en 2009, donc au cœur de la crise, seuls 20% des locataires avaient renégocié leur bail. Enfin, 20% des locataires qui arrivaient à un break ou à la fin du bail ont renégocié, sont partis ou ont renégocié. Finalement, très peu ont profité de la crise. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience. On ne peut pas faire n'importe quoi dans les incentives, quoi. Voilà. Ça n'a pas enlevé énormément de transparence au marché. Non. Personne n'est dupe. Enfin, à un moment, les nouveaux arrivants, ils ont oui, pas encore la pratique. C'est pour ça que je dis cela en disant ça n'a pas enlevé la transparence. Au début, effectivement, tout le monde était un petit peu à se dire ah oui, ça veut dire quoi, mais attention, etc. Maintenant, tout le monde est parfaitement conscient. On a des pourcentages qui tombent, ça correspond à moins 10, moins 15, moins 20%. On a le nombre d'années, la franchise, etc. Là où on pourrait perdre, je fais un peu l'avocat du diable, mais là où on pourrait perdre un petit peu de transparence, c'est quand on parle des incentives qui sont jusqu'à quel niveau un propriétaire peut participer à l'aménagement de son locataire. En d'autres termes, de payer peinture, moquette, électricité ou des nouveaux cloisonnements. Bon, là-dessus, j'ai une position qui est tout à fait simple, c'est-à-dire de toute façon, ça participe à l'entretien du bâtiment. Donc, alors évidemment, on peut prendre le verre à moitié vide et à moitié plein en disant bah oui, mais donc ça participe, c'est une aide au locataire ou alors c'est du non. La lisibilité est en train de regagner sur ce sujet-là, sur le marché français. Chacun essaye de retrouver ses on voit bien quand on a des loyers faciaux à 830 € le mètre carré, pour maintenir un loyer prime, on sait que derrière il y a beaucoup d'incentives. Quand on a un loyer d'un immeuble qui est classé comme du core prime, qui est à 700, on sait bien que c'est un bon loyer qui n'a pas besoin de beaucoup d'incentives. C'est assez rassurant parce qu'effectivement, quand on voit qu'on a un grand concurrent qui a loué facialement à 850, on se dit ouais, mais qu'est-ce qu'il a dû donner comme cadeau? Oui, c'est ça, ça nous rassure. Mais quel est l'intérêt dans ce cas-là d'afficher 830 C'est un intérêt parce qu'en fait, ça préserve quand même la valeur de l'actif. Ça préserve la valeur de l'actif, absolument. Parce qu'ensuite, on fait des expertises annuelles. Donc, quand même, ça préserve. Et puis, quand on vend l'actif, eh bien, c'est peut-être un peu idiot, mais l'investisseur a tendance à quand même prendre le loyer facial comme argent comptant. Il discante un petit peu parce qu'il y a eu des incentives, mais pas beaucoup. Donc, non, le jeu en vaut la chandelle pour le propriétaire, vraiment. Ah, pour le propriétaire. Oui, donc voilà l'intérêt. Non, mais en termes de transparence, moi je rejoins ce qui est dit. Je crois que le marché est transparent. Effectivement, on a ces franchises-là. Elles sont connues. À quelques mois près, elles sont connues. Quand il y a une transaction, elles sont connues. Le marché français de bureaux, notamment à Paris, se caractérise quand même par cette transparence qui fait que n'importe quel investisseur étranger, un peu structuré, au bout d'un mois, s'il étudie un peu sérieusement ce marché-là, a tous les commercialisateurs, tous les conseils à sa disposition pour connaître exactement les taux qui ont été appliqués sur les cessions, les loyers qui ont été appliqués. Donc je pense que quand même, il y a une visibilité. En plus, le marché de bureau, de tous les marchés qu'on a évoqués, c'est peut-être le plus simple. C'est plus simple parce qu'en général, on s'adresse à des propriétaires, on s'adresse à des professionnels.
Le marché du logement, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a le caractère irrationnel de l'acquisition. Donc, quand on achète sa résidence principale, on ne négocie pas de la même façon que quand on est le patron de l'immobilier de tel ou tel locataire. Après, il y a l'hôtellerie où il faut vraiment rentrer dans le compte d'exploitation et le retail qui, pour moi, est le produit le plus complexe car au-delà de la capacité à connaître chacun des locataires, il faut voir comment tout ça se mange ensemble. Donc, le marché de bureau, c'est quand même la chose la plus simple. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en fait tous beaucoup. Mais c'est quand même assez simple. On sait comment ça marche. On sait qu'au final, c'est pas le loyer qui compte, c'est le coût par personne. Donc l'utilisateur, il veut pas savoir combien ça va lui coûter au mètre carré. Il veut se dire, voilà, j'ai 2000 employés, combien ça me coûte. Donc on parle de loyer, mais il faut aussi parler de quelque chose qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, c'est le niveau de charge et la rationalité. Parce que au final, encore une fois, l'utilisateur, il veut savoir ce qu'il va payer de sa poche. Et donc, c'est un coût global. Et évidemment, quand on dit 750 € du mètre sur un actif qui permet d'avoir une personne pour 15 mètres carrés, ce n'est pas la même chose que si c'est une personne pour 12 mètres carrés. Et ce n'est pas la même chose non plus si on est à 40 € de charge ou 60 €. Et c'est enfin pas la même chose, parce que ça, je crois qu'il faut qu'on y vienne, sur le caractère environnemental. Là, oui, alors évidemment, on ne peut pas aborder l'immobilier maintenant sans parler de green building. Donc, j'allais y venir et vous parler de charges. Donc, d'abord, est-ce que le marché français et parisien est comparable à celui des autres places européennes en termes de charges? Et ensuite, est-ce que le parc est suffisamment... Enfin, il ne l'est pas, c'est évident la réponse, mais comment le parc peut-il être amélioré pour que les immeubles soient verdis, entre guillemets, que leur consommation d'énergie diminue? Enfin, aujourd'hui, on sait faire des immeubles neufs verts, on ne sait pas traiter les immeubles anciens pour les verdir, ou pas encore très bien. Alors, en tout cas, ça c'est très clair. On a de l'avance aujourd'hui sur les produits neufs, c'est-à-dire qu'on n'est plus RT 2012, on répond par exemple à une consultation à Lyon où le bâtiment de bureau, il faut qu'il soit à énergie positive. Donc pour une livraison 2012. Donc on est en avance au niveau des constructions qui se passent. En revanche, au niveau du stock, évidemment, je crois qu'il y a moins de 10% du stock qui a été restructuré. Je parle sous ton contrôle, Nicolas. C'est très très peu, avec un champ des possibles qui est très important. Mais une économie qui ne le permet pas toujours. Une économie qui ne le permet pas toujours. Mais ça veut dire, par exemple, Dominique, que dans le parc d'un investisseur, dans le patrimoine d'un investisseur, il y a des tas d'immeubles qui, dans 10 ans, seront complètement obsolètes. Je crois que la terreur de l'investisseur, c'est l'épave thermique dans 10 ans. Je crois que c'est la terreur de tout investisseur. Et effectivement, les immeubles mal construits dans les années 75 qui sont en seconde couronne, moi, je crains beaucoup que ça devienne des épaves thermiques. C'est pour ça qu'il faut renouveler son parc avec un pourcentage de green. Et ça, effectivement, la manière la plus facile, c'est de faire de la VFA green. Bon, le problème, c'est que dans Paris, il n'y a pas beaucoup de terrain, voire pas de terrain, donc c'est un peu plus compliqué. Transformer en green des immeubles haussmanniens, c'est quand même assez difficile. Transformer des immeubles en sites occupés, c'est aussi très compliqué. Donc effectivement, c'est un sujet intéressant, mais je pense qu'effectivement, là où tout le monde va se positionner pour l'achat, ce sont des immeubles des années 75-80, qui vont être réhabilités de façon green, beaucoup plus facilement que des immeubles haussmanniens. Et ça va être, je pense, les actifs sur lesquels on va tous se positionner. Xavier Mouette, vous êtes sur ce marché-là? Nous, chez Allianz, on est très, 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 disons, conscient du problème green. On met beaucoup d'efforts là-dessus. On a un directeur pour qui c'est sa passion. Donc, non seulement pour le business, on pense que c'est important, mais d'un point de vue, personnel, on met beaucoup d'importance là-dessus. Alors, c'est très difficile quand on a un patrimoine en France de 5 milliards de se dire on va le faire green rapidement. Alors, il ne va pas être obsolète, parce que sinon, ça concernerait un peu trop de monde. Mais en revanche, effectivement, on prend ça en compte et on a un plan de travaux et de remise à niveau très très lourd. Et tous nos projets de restructuration prennent ça en compte et on essaie de faire des HQE, des RT 2012, 2020, si possible. Non, c'est important. Dans l'investissement, en revanche, alors c'est un critère, mais c'est quand même pas le critère prioritaire. Il faut quand même pas... Il faut pas se raconter d'histoire, enfin en tout cas pas chez nous, je ne sais pas si c'est le cas chez vous. On le prend en compte, on le provisionne parce qu'on sait qu'on aura des travaux à faire, mais les actifs que tout le monde recherche, le corps dans Paris, c'est jamais green et
Et on l'achète quand même. Bon, et puis on espère qu'on y arrivera. Vous disiez, les immeubles vont pas devenir obsolètes, évidemment, ils vont pas s'écrouler, les locataires vont pas tous partir, mais ils vont perdre de la valeur. Ça, il faut pas se raconter d'histoire non plus. Franchement, ça dépend, ça reste à prouver, parce qu'aujourd'hui, un immeuble Place Vendôme qui n'est pas du tout green et qui va être difficile à rendre green, est-ce qu'il va perdre de la valeur? J'en sais rien, je ne suis pas sûr. En revanche, un immeuble neuf qui sort aujourd'hui, qui n'est pas HQE, il vaut rien. Ça, c'est certain. Pour l'instant, si tu peux permettre, Xavier, pour l'instant, les immeubles qui ne sont pas HQE, BBC, etc., ne perdent pas vraiment de la valeur. Par contre, il y a une prime qui est payée pour pouvoir acheter un immeuble qui est BBC, HQE, THPE, etc., etc. La preuve, c'est que vous avez des transactions qui ont eu lieu fin 2010 et en cours actuellement sur des localisations qui sont, on parlait tout à l'heure, des localisations secondaires, sur des localisations secondaires avec des taux relativement bas. Pourquoi ces taux? Simplement parce qu'on a respecté le marché, les acteurs ou les acheteurs ont respecté un certain nombre de critères, comme les transports en commun, comme la sécurité d'un bail, ont mis un peu plus de pression et ont été plus demanding, dans le sens plus meilleure attention sur tout ce qui était la qualité technique du bâtiment, mais surtout environnementale, et ont laissé un petit peu, non pas tomber, mais ont mis en arrière-plan la partie localisation, pour peu quand même qu'elle soit un petit peu tertiaire. Ça, c'est une chose. Là, un sujet sur lequel je souhaiterais également revenir, c'est que tu as dit tout à l'heure, Xavier, quand il y a un immeuble prime dans Paris, prime, il est prime dans sa qualité de localisation, dans sa qualité de construction, hors question verdissement ou pas, etc., etc. Mais si on respecte à la lettre ce que RT 2020 ou RT 2020 et les 38% de baisse de consommation, vers quoi nous dirigeons si nous respectons cela, le marché se bloque. Donc, on va dire, et en même temps, dans une conjoncture économique qui n'est pas la plus favorable, avec ce que l'ensemble de la place financière, qu'elle soit immobilière ou non, ce sur quoi elle a dû se battre depuis 2008. Donc, je ne vais pas dire laissons autant le temps, mais un petit peu quand même. Je pense que l'ensemble des acteurs, bien évidemment, est suffisamment intelligent pour s'adapter de manière constructive, sans faire de mauvais jeu de mots. Bon, maintenant, il est certain que vous avez des stratégies d'investissement qui sont plus dirigées vers des immeubles très verdissants, d'autres un petit peu moins. Mais là, tout dépend après du rendement que l'on souhaite avoir et également de la capacité de risque qu'un acquéreur est prêt à prendre. En tout cas, il y a une chose de sûre, c'est qu'au fil des mois, même s'il faut laisser le temps au temps, l'ensemble des acteurs est en train d'être beaucoup plus sensible à ce sujet. Mais là, ce n'est pas une spécificité française. Je crois même que certains d'autres pays européens sont non pas plus en avance, mais sont en tout cas encore beaucoup plus arrêtés sur ce type de sujet. Vous vouliez rajouter Non, je dis simplement que le Grenelle 2 et 2020, c'est demain matin, quoi. Donc, il va y avoir certainement... alors, peut-être que ça sera comme la réglementation ascenseur, que ça a repoussé 3 fois. Mais c'est vrai que ça peut poser des problèmes à un certain nombre d'investisseurs ou de foncières qui n'ont pas effectivement les provisions pour reverdir leurs immeubles. Donc nous, on est relativement, effectivement, comme Alliance, et plus que relativement très intéressés par ça, puisqu'en fait, nous ne sommes pas des spéculateurs et nous devons protéger l'argent de nos épargnants. Donc on est très impliqués là-dedans et on fait en tout cas du HQE d'exploitation là où on ne peut pas faire du HQE dans le dur. Mais je pense qu'un des gros sujets, ça sera effectivement cette échéance de 2020 qui va tomber sur la tête de certains propriétaires fonciers, qui va être extrêmement douloureuse. Et d'ici combien de temps vous pensez que tout votre parc sera en HQE exploitation? Écoutez, faisons un rêve. J'espère que pour 2020, tout sera bien. Ah oui. Il faut travailler maintenant, alors effectivement. Moi, je crois que le parc ne sera pas HQE dans son ensemble. C'est impossible. Exploitation. Quand bien même. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas pour une raison simple. Ça dépend de la sortie, ça dépend de la localisation. À Garches, à Évry, vous ne serez jamais HQE d'exploitation parce qu'avec des loyers à 130 €, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Donc, je pense qu'il y a toute une partie du stock qui, effectivement, va se décorréler des actifs plutôt prime. C'est vrai aussi un peu en province. Quand on regarde qu'on est sur des loyers à 180-200 €, la latitude que l'on a est effectivement beaucoup plus faible.
À l'inverse, quand on a la chance d'avoir un patrimoine qui est francilien, bien placé, avec des niveaux de loyer qui sont élevés, c'est une contrainte qu'il faut absolument prendre en compte, c'est clair. Donc 2020, on y arrivera sur certains actifs, bien sûr. D'autres, non. Clairement, quand on loue sur des locataires qui prennent 400, 500 mètres carrés, ce n'est pas leur préoccupation principale. En revanche, si on cherche un locataire de 10 000 mètres carrés, on va s'adresser à un grand compte. Et même politiquement, lui ne peut pas prendre un immeuble qui n'ait pas une connotation environnementale forte, qu'elle soit LEED, BREEAM, BBC. Et on ne parle, là, enfin implicitement, on ne parle que du bureau, là. Oui. Il y a une grande partie de ce qu'on fait et ce qu'on va faire, le retail, c'est encore plus compliqué. Donc, on n'y est pas. Hein. Vraiment, on n'y est pas. Alors, résidentiel, encore moins. Oui, résidentiel. Alors là, un dernier point, peut-être avant de passer le micro à la salle, si jamais il y a des questions. Le logement. La France manque de logements intermédiaires. Les investisseurs institutionnels se sont retirés depuis les années 95-2000 progressivement de ce secteur-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait parce qu'a priori, aujourd'hui, les investisseurs sont encore assez allergiques à ce produit. Qu'est-ce qu'il faudrait de la part des pouvoirs publics pour qu'ils s'y intéressent à nouveau? c'est pas très politiquement correct. Mais On a bien quelques idées. En fait, principalement... Non, reprenez votre micro. Non, mais principalement, pourquoi les investisseurs institutionnels se sont détournés du résidentiel, c'est très simple. C'est que la loi protège le locataire plus que de raison. Et voilà, tout simplement. Mais à long terme, si on regarde plus-value, rentabilité, finalement, sur le très long terme, les rentabilités sont comparables. Enfin, il y a une étude de l'IEIF qui montre ça. je crois qu'il y a trois choses. Il y a cet aspect. D'abord, protection du locataire. Deuxièmement, mais ceci dit, quand on regarde ça, on s'aperçoit que le taux d'impayé est assez faible aussi. Donc c'est un des éléments, mais il y a effectivement un rapport de force qui n'est pas forcément évident. Il y a un deuxième élément, c'est la complexité. Pour gérer 5 milliards d'euros d'investissement, si vous gérez 5 milliards d'euros d'investissement en logement, je pense qu'il faut que tu multiplies tes équipes par 10, je sais pas. Bon. Et troisièmement, il y a quand même la loi Auria qui est venue freiner de surcroît la liquidité. Donc c'était une loi qui, à un moment, a été votée pour protéger effectivement des découpes abusives. Néanmoins, aujourd'hui, quand vous dites un investisseur achète du logement, ça veut dire que pendant 6 ans, il va reconduire ses baux et que donc s'il doit sortir au bout de 3 ans, il ne peut le faire qu'avec une sortie en bloc. Ou alors le découper, mais avec les préemptions des locataires, etc., il ne peut pas le faire dans les 6 ans. Donc il y a ce frein à la liquidité qui, à mon sens, est venu complètement arrêter cette politique, alors que quand même la France avait une tradition d'investissement en logement qui était assez forte. Et tous les investisseurs institutionnels se sont débarrassés de leur logement. Oui, oui. Et je n'en vois pas, en tout cas, je ne les vois pas revenir aujourd'hui sur le marché avec ces trois aspects. Je reprends un peu mon micro. Il y a un autre élément également qu'il faut prendre en compte, c'est les dispositions fiscales qui ont été mises en place, sous-entendu dispositif cellier, qui a fait deux choses. Une des questions, une des remarques, c'était de dire peu d'investisseurs institutionnels se positionnent sur des opérations résidentielles. Une des raisons, c'est que de toute façon, il n'y en a pas, elles ne sont pas disponibles. En tout cas, des opérations neuves. Sans jeter la pierre aucunement aux développeurs, il est quand même beaucoup plus profitable pour eux de vendre à la découpe en faisant bénéficier, en faisant jouer le cellier des investisseurs privés que de vendre un immeuble dans sa globalité à un investisseur. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un petit sujet de décorrélation entre la hausse des prix que nous voyons en ce moment sur l'ensemble des places, non pas forcément uniquement françaises, et le loyer que vous pouvez mettre en face. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un seuil de rupture pour le locataire qui fait qu'entre payer 100 pour avoir X de services, puisque être locataire, c'est avoir un service, et l'acheter directement fait que le locataire se dira je vais sur une acquisition, je fais monter les prix. Voilà. Donc des idées sur ce qu'il faudrait faire? Non, il n'y a pas d'idée. Tout le monde est conscient qu'en termes de deux choses. Un, chaque fois on l'oublie. Pourtant, 2007 n'est pas si loin. Les arbres ne montent pas au ciel. Donc les prix, on dit les prix en résidentiel, notamment dans Paris et dans d'autres agglomérations françaises,
commence à être très élevé, mais ça continue, ça va encore monter, etc. Bon. Ça dit, ils n'ont pas tellement baissé. Oui, alors, comme explicatif, on dit, oui, mais bon, il y a la demande, il y a un peu plus de demande internationale, et puis Paris n'est pas cher à côté de Tokyo, dont acte. Maintenant, quand on demande à l'homme de la rue s'il a envie d'acheter à Tokyo et comment il fait pour pouvoir se loger à Paris, le prix de Hong Kong, il n'en a un peu rien à faire. Mais une fois qu'on a dit ça, je ne vais pas dire qu'on n'a rien dit, mais un petit peu quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut trouver un meilleur équilibre, donc plus de production résidentielle. Mais il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que quand on investit en Europe, dans l'immobilier, d'autant plus dans un environnement actuel, tant intellectuel que financier, où on recherche la sécurité, les Britanniques ont une expression que j'apprécie beaucoup qui est « low yield, low risk ». Ça a été dit tout à l'heure, là vous avez le moins d'impayés, bon, sauf à se mettre dans des endroits un petit peu difficiles, là vous avez le moins d'impayés, ou en tout cas le plus de facilité locative dans sa gestion, ça reste dans le résidentiel. Donc il est normal que vous ayez des rendements de 2,5, 3, 3,5%. Alors après, ce sont des rendements qui peuvent fonctionner quand vous avez un coût de l'argent avec des marges entre 100 et 150 points de base et un Euribor ou un swap à 5 ans entre 1,5 et 2,5. Après, effectivement, ça devient beaucoup plus difficile. C'est là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que l'ensemble, en tout cas moi j'ai parlé de mes clients et de vous-même, c'est quand même non pas, j'allais dire vulgairement, faire de l'argent, mais assurer certains rendements et à terme certaines rentabilités pour soit les actionnaires, soit le privé qui a mis son argent, votre argent, notre argent, dans des fonds de retraite. Donc c'est une bonne question, mais une question complexe. Qui ne sera pas résolue aujourd'hui, mais ça, non, ça sera trop facile. Ah mais justement, là, tu as abordé un point très important, dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est les taux directeurs. Nous, on a... Enfin, on n'est pas les seuls, hein, tous les investisseurs institutionnels arbitrent entre les marchés actions, les obligations, l'immobilier et autres investissements alternatifs. Et les taux directeurs jouent un rôle fondamental dans cet arbitrage. Et pour revenir à la question fondamentale de la conférence, est-ce que l'immobilier en France est attractif? Alors, on semble dire oui depuis le début. Alors, je pense que oui, quand même. Mais à quel prix? Il y a un moment où, quand on a du corps sécurisé, on a des rendements qui sont finalement assez proches du taux sans risque 10 ans, qui est à 3,5 et qui va monter à 4 probablement. En tout cas, c'est ce qu'on peut penser. Quand on a donc une prime de risque de 50 points de base ou même moins de 100 points de base en achetant de l'immobilier, est-ce que ça vaut la peine? J'en suis pas sûr, franchement. Enfin, à titre personnel, je pense plutôt non. Donc, est-ce que là, ça devient attractif? On peut vraiment se poser la question. Et je pense que ça, c'est la question fondamentale en ce moment dans l'immobilier d'investissement en France. C'est que les taux sont descendus très bas, le taux directeur de l'argent monte. Bon, il y a un moment, ça va se croiser. Quel intérêt d'acheter de l'immobilier? Et pourtant, je suis plutôt pour acheter de l'immobilier. Mais donc, c'est là où il faut se positionner sur des produits un peu plus exotiques, sans doute. Est-ce que les investisseurs comme nous, est-ce que nous sommes prêts à le faire? J'en sais rien. C'est la grande question. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit, c'est ça, je ne voulais pas le dire, mais le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de le faire parce que les fonds ouverts allemands sont l'épargne des petits porteurs et nous n'avons pas le droit d'être spéculatifs. Non, on n'a pas le droit. Donc, notre copromotion à Nouméa, c'est raté. C'est ça. Dommage. Bon, voilà une excellente conclusion. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y a un micro. En conclusion, vous avez semblé quand même pas très optimiste pour l'avenir donc de l'immobilier, surtout de bureaux, au moment où les prix du pétrole flambent, où une nouvelle crise économique s'annonce avec des prix alimentaires qui flambent. Et comment vous pouvez justifier aussi auprès de l'administration fiscale et des actionnaires de groupes cotés de fausses expertises, puisque vous dites qu'elles ne correspondent pas au loyer réellement versé? C'est une question pour qui
Je pense que la question est un petit peu orientée. D'abord, on n'a jamais parlé de fausse expertise. Je pense que la valeur de l'immeuble qu'on expertise tous les ans ou 2 fois par an ou même 4 fois par an dans le cas d'un OPCI qu'on a, nous, c'est quand même régulé par l'AMF. Donc il n'y a pas de fausse expertise. La vraie expertise, s'il y en a une, c'est le prix du marché de la transaction. Entre 2 transactions, ce ne sont que des expertises. Ensuite, je pense que l'immobilier, d'abord, on l'a montré pendant la crise, surtout à Paris, ça s'est quand même très bien maintenu. Donc je continue à croire que l'immobilier de bureau à Paris, ça reste positif. Certes, quand la Tour First est donc à 40% encore vide. Oui, mais elle vient d'être livrée. Enfin, c'est quand même. Elle est à 60% occupée. C'est quand même une prouesse. Vous avez 6% de taux de vacances dans la tour de la Défense. La pression locative fait que la tour va raisonnablement rapidement se remplir. Je voudrais revenir simplement sur un de vos propos. Vous disiez, sous votre contrôle, que finalement, on a l'impression de dire que ce n'est pas intéressant de se mettre dans l'immobilier. Je vais un petit peu rebondir à contresens. Quand vous avez le prix du pétrole, le prix du baril qui est à, je ne sais plus combien, 115, 120, on parle de 200 dollars le baril. Quand vous avez une fluctuation et une volatilité des places boursières, etc., qu'est-ce qui s'est passé depuis septembre 2008 ? L'ensemble des acteurs économiques se sont dit, hop, retour à la pierre. J'ai un de mes clients qui me disait, il commence à avoir un certain âge, on devait finaliser une vente fin septembre 2008, il m'a dit on arrête tout. Il me dit je me souviens, en 29, la seule chose qui me restait c'était la pierre. Donc il y a une sorte de balancier vers la pierre, alors, une sécurité. Un très vieux client alors. Pardon ? Un très vieux client. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est pas forcément dans les vieux pots que... donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un retour sur des opérations donc sécurisées, il y a une valeur refuge, à tout point de vue. Et je veux dire que plus, malheureusement, j'espère que tout le monde, j'imagine, espère que là, tout ceci va se calmer, mais plus il y a une incertitude, plus vous avez, et nous on le voit bien à travers l'ensemble des acteurs que nous côtoyons au jour le jour, des disponibilités de capitaux pour se protéger dans la pierre. Donc pour moi, c'est absolument pas un élément... Alors en fait, justement, parce que ça c'est un point important, dans un environnement d'inflation forte, comme le pétrole, et comme on peut l'imaginer avec la masse de dettes d'État qui existe, donc on imagine que l'inflation va monter, la pierre est un excellent moyen de se protéger contre l'inflation. Pour 2 raisons. Les baux sont, la plupart du temps en France, indexés sur l'inflation, donc on ne perd pas de rendement. Et la valeur de la pierre augmente aussi en fonction de l'inflation, le plus souvent. Donc c'est une excellente protection contre l'inflation. C'est connu. Donc c'est justement dans ces moments d'incertitude et à forte pression inflationniste, on voit bien, les gens se positionnent sur la pierre. C'est vrai que sur un plan psychologique, la pierre, ça ne laisse pas indifférent. Je crois que la pierre, il y a une connotation, je dirais pas affective, parce que ça serait un peu fort, mais je pense que la pierre est une classe d'actifs qui bénéficie d'un intérêt particulier des investisseurs. Pour conclure, j'étais il n'y a pas longtemps au Qatar et mes amis arabes me disaient, tu sais Philippe, les immeubles ne s'envolent pas. Il ne faut pas oublier quand même que, comme tu le disais très justement, c'est un arbitrage toujours entre différentes classes d'actifs. Et quand on achète de la pierre, on la touche. Et juste pour rebondir, je ne me sentais pas forcément concerné par la question parce que j'étais plutôt optimiste sur le marché. Mais le fait que les matières premières augmentent, justement, ça plaide plutôt sur l'acquisition d'actifs existants parce qu'on s'aperçoit en promotion, puisqu'on en fait pas mal, que c'est de plus en plus cher à construire et que tous ces éléments-là vont justement dans le sens d'une augmentation assez significative des prix, puisque le terrain en général ne représente qu'une partie assez marginale du coût de revient de l'opération. Enfin, pas toujours, c'est vrai. Ça dépend où. D'autres questions ? Non, donc on a répondu à tout. Ah non. Étienne Gory, je suis le président de Permastélisa France, qui est donc le leader mondial dans le domaine des façades, et on vient de terminer la Tour First. La question que je me posais justement en évoquant le problème de la Tour First, c'est que l'investissement a démarré avec 0 location.
Or, aujourd'hui, tous les nouveaux projets à la Défense sont dans le même cas. Quid des nouveaux projets Est-ce qu'il y aura encore des nouveaux projets à la Défense dans l'immédiat absolu, si je puis dire? Il y en a déjà pas mal qui sont en cours. Hein. Il y en a là. Oui, mais qui sont à zéro location. Donc, quid des futurs projets? Je ne parle pas de Carpe Diem, de D2, Et vous parlez desquels alors? la Tour Phare, Majunga. Majunga a commencé Oui, enfin, commencer doucement. doucement. Vous La parlez, Tour Phare, on peut se poser la question, je suis d'accord. vous parlez des tours Hermitage Par éventuellement? exemple, Ah. entre autres. Who knows? No comment. On va pas parler pour les Ou les tours jumelles Non, de on la va- Valois, par exemple, aussi. On va pas parler Ah à non, la place ça, des j'y crois absents. pas une seconde. Non, mais sans faire un panégyrique du marché de la défense, enfin, il peut s'appliquer à d'autres micro-marchés ou macro-marchés parisiens, mais on peut quand même s'interroger sur la durabilité d'un certain nombre de tours première génération qui, même si on a été restructurés il y a 25 ans, il faut laisser un peu la place, quoi. Je ne vais pas dire laisser la place aux jeunes, mais il y a un marché. Sans faire référence au plan Sarkozy 2005 sur le relancement de la défense, il y a un marché pour que des tours avec des tailles de plateau, avec des prestations, des hauteurs libres, etc., qui correspondront à la demande, preuve de la Tour First, qui même avant sa livraison était déjà donc prélouée pour 40%, répondent à la 60%, répondent à la demande. Et Il y a HQE, pas de HQE, le du tout, coup. le tout bien évidemment en restant dans des mesures raisonnables. Cela Mais, dit, la tour First louée à 60% au moment de sa livraison, il y a quelques années, elle aurait été louée à 100% 6 mois avant d'être terminée. je ne sais pas, non. Vous aviez l'année 2000 où on faisait des appels d'offres. Je me souviens de Robinson qui faisait des appels d'offres pour louer Europlaza. Hein, c'était toutes vacances zéro. Non, mais. Et puis je me souviens, milieu des années 90, 95, où, j'allais dire, je ne veux pas dire qu'on vous payait pour. Mais tout comme, quoi. Donc je C'est crois pas que c'est les cycles, ce anormal. sont les cycles. Maintenant, la maturité du marché de la défense, je vous rappelle, enfin, tout le monde le sait, c'est un marché qui a démarré, Général de Gaulle qui avait lancé tout ça, début des années 60, la Tour Nobel, etc. Le marché, pour preuve, c'est bien pour preuve que c'est un marché qui a maintenant gagné en profondeur locative, etc., etc. Alors après, on aime ou on n'aime pas défense, ça c'est un autre débat. Mais vous aviez le cœur du centre des affaires Paris-Île-de-France, qui était situé, disons, à la Madeleine. Maintenant, il s'est déplacé. Pourquoi il s'est déplacé? Parce que toute la partie assurance, banque, qui était jusque rue Lafayette, sur la partie est du centre des affaires, hop, c'est externalisé, je peux utiliser le mot, notamment et par exemple sur la défense. Et vous avez une sorte de barycentre du centre des affaires parisien, qui est plutôt maintenant étoile, porte-maillot, et qui donc inclut la défense. Oui, et puis si votre question c'est est-ce qu'un fonds opportuniste, par exemple, peut lancer ce genre d'opération, la réponse est clairement aujourd'hui non, compte tenu de l'absence de financement sur ce genre. Donc avoir un retour en fonds propres suffisamment intéressant par rapport au risque locatif pris, je pense qu'on a pas mal de difficultés. Par contre, je pense qu'on y reviendra. Et en revanche, je pense que le moteur de ces tours sera probablement beaucoup plus axé sur des investisseurs long terme, qui vont aller rechercher, plutôt qu'une acquisition à 5,5, 6 à la défense sur un actif existant, un spread de taux de 100 ou 150 points de base, étant entendu que la durée de vie de l'opération se portera sur du plus long terme. Donc moi je pense qu'il faut être optimiste, d'autant plus que le portrait robot des locations qui sont passées sur ces dernières années sont plutôt sur des grandes surfaces avec des connotations environnementales. Donc je pense qu'on prend un risque qui est moins faible effectivement sur ce genre de produits en termes locatifs que sur les produits qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont en première couronne, deuxième couronne, dont on sait qu'ils sont à terme obsolètes. Donc je pense qu'il y a un certain espoir à avoir là-dessus. Oui, et puis sur les deux projets Unibail qui sont Majunga et Phare, Phare, je ne sais pas s'ils le feront, mais en tout cas c'est remarquable. Ils ont quand même prouvé dans le passé avec Cœur Défense que prendre des risques paye. Donc là, ils vont prendre des risques. J'espère que ça paiera pour eux. Mais en tout cas, c'est remarquable. Il faut ce dynamisme, en tout cas. Je pense que c'est bien. Et je pense que ça paiera, à titre personnel. Oui, c'est juste pour ajouter à la remarque de monsieur qu'il ne faut pas oublier non plus que le projet de Grand Paris avec le super métro, etc., ça va permettre aussi à la Défense de s'agrandir. Hein. Il y aura 15-17 millions d'habitants en Île-de-France, finalement, avec tout ce projet-là. Donc on va remplir la Défense
avec tous ces grands projets-là, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas? Oui, moi je suis convaincu. Alors la question, je suis pas la bonne personne pour répondre. Après, je peux aménager ma réponse en disant pour liquifier encore la défense, il faut peut-être améliorer les transports en commun. J'ai lu des études comme quoi vous mettiez 15 minutes entre la sortie du RER et votre bureau, si ce n'est pas 20 minutes. Vous faisiez la queue à l'escalator et vous faisiez la queue à l'ascenseur. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ceci nécessite encore d'être aménagé. La défense, c'est plus de 3 millions de mètres carrés maintenant. Mais les surfaces, elles sont rationnelles, elles fonctionnent bien. Et puis, le bassin d'emploi, est-ce que c'est bien ou pas bien? Là n'est pas le sujet. Il est quand même majoritairement sur un certain nombre d'utilisateurs pour la défense sur la partie ouest parisienne. Donc une fois qu'on a dit cela, la demande est là. Une entreprise, elle se met où elle trouve des collaborateurs pour son entreprise. Maintenant, le Grand Paris, ça facilitera également. Si vous achetez un pavillon sur le plateau de Saclay, c'est sûr que ce sera plus facile d'aller travailler à la Défense. Là, je suis d'accord. À moins qu'il y ait d'autres questions, je pense qu'il faut qu'on conclue, puisque pour respecter l'horaire qui nous était imparti. Donc, merci en tout cas de votre attention et merci de votre participation. Merci à tous.